La Cisjordanie de nouveau en ébullition, incident près de Ramallah où un Palestinien de 22 ans a été tué par l'armée israélienne alors qu'il s'apprêtait à lancer un engin explosif. La population en colère échappe-t-elle à l'autorité palestinienne? On posera la question dans un instant. Le discours de Barack Obama la nuit prochaine, le président américain doit dévoiler les grandes lignes de sa stratégie pour éradiquer l'État islamique en Irak et en Syrie. L'Afrique confrontée au fléau Ebola, le Libéria n'arrive plus à contrôler l'épidémie qui a déjà tué près de 2300 personnes ces dernières semaines. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Pendant que la trêve se poursuit à Gaza, c'est donc l'agitation qui gagne en Cisjordanie. On a eu l'exemple de violentes émeutes ces derniers jours à Jérusalem-Est et aujourd'hui c'est à Ramallah qu'un nouveau drame s'est joué avec une opération de l'armée israélienne qui a mal tourné. On va y revenir dans un instant. On va en parler longuement au cours de cette première demi-heure. Bonsoir Ali Waked, expert pour le monde arabe et musulman. Et bonsoir à vous Yohanan Manor, politologue. Merci d'être avec nous. On va évoquer donc cette situation au travers du rôle joué par Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Il n'arrive pas à s'imposer à Gaza. Est-il en train de perdre pied aussi au sein de l'autorité palestinienne et de la Cisjordanie? Question posée ce soir. في 29/3 قررنا أن نستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية تلك المحاولات التي لم تنجح אני מקווה שהשקט הזה שהושב אכן ימשיך לשרור, יימשך הרבה זמן, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש. Et on va donc revenir tout d'abord sur le dernier fait marquant de cette journée, la mort d'un Palestinien de 22 ans tué par l'armée israélienne lors d'affrontements la nuit dernière dans un camp de réfugiés tout près de Ramallah. Maxime Pérez. Colère et appel à la vengeance dans le camp d'Al-Amari, en plein cœur de Ramallah. C'est ici qu'a été tué la nuit dernière Taïsi Katari, 22 ans. Ce jeune Palestinien a été touché par balle à la poitrine au cours de heurts qui ont éclaté en marge d'une opération d'arrestation menée par l'armée israélienne contre des membres du Hamas. D'après un porte-parole de Tsahal, les soldats ont été violemment attaqués par un groupe d'une cinquantaine de Palestiniens qui ont jeté sur eux des pierres et des cocktails Molotov. Lors des funérailles du Palestinien ce mercredi après-midi, la tension restait forte. Des incidents sporadiques ont éclaté avec les forces de sécurité israéliennes déployées à l'entrée du quartier. Depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, c'est la deuxième fois qu'un Palestinien trouve la mort en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Mohamed Sinokrot, 16 ans, avait été blessé le 31 août dernier par des tirs dans le quartier de Wadi Joz. L'annonce de sa mort avait déclenché dimanche soir des affrontements avec la police israélienne près de son domicile et dans la vieille ville de Jérusalem. Alors, c'est vrai que c'est une interrogation que l'on va émettre tout de suite, d'ailleurs, avec vous, messieurs. Est-ce qu'il faut voir un lien de cause à effet entre les tensions extrêmes qu'il existe entre l'autorité palestinienne, le Fatah et le Hamas, et l'augmentation de cette violence en Cisjordanie? Ou est-ce qu'il faut chercher les causes ailleurs? Yohanan Manor, votre avis? Je ne pense pas qu'il faut faire de lien. Je crois qu'il y a une très grande sensibilité aux incidents et ça se manifeste notamment par une certaine nervosité de la population qui est sensible aux pertes. Mais je dois dire que humblement, peut-être que la réalité me démontrera que je me trompe totalement, mais ce genre d'incident, il y en a eu au cours de l'année écoulée, les opérations israéliennes auxquelles vous avez fait allusion, il y en a chaque nuit. En général, ça se passe pas trop mal. Des fois, ça se passe mal, ça arrive.
C'est peut-être regrettable, mais c'est le moyen qu'utilise Israël aujourd'hui pour s'assurer qu'il n'y aura pas un renversement de la situation sur place, que les organisations terroristes ne vont pas prendre le dessus, parce que leur activité ne cesse jamais. Alors, il y a des fois des situations ponctuelles qui n'ont rien à voir et qui peuvent dégénérer. Je crois que ce qui est certain, c'est qu'il y a une nervosité de la population, surtout de la jeunesse. La jeunesse, une partie de la jeunesse palestinienne, elle est dans le contexte régional et dans le contexte après ces 50 jours de guerre avec Gaza, où ils ont essayé de faire quelque chose, de montrer leur solidarité, mais sans pouvoir faire trop de choses. Il me semble qu'il y a un sentiment de ne pas avoir fait quelque chose qui probablement les amène à essayer de réaviver la situation dès que c'est possible, autrement dit de montrer qu'ils ne laisseront rien passer. C'est un sentiment comme ceci. Mais à mon avis, c'est pas une chose qui est hors de ce qui s'est passé au cours des 2-3 dernières années. Je ne pense pas qu'on puisse voir ça. On a souvent dit au cours de l'année écoulée qu'il allait y avoir une nouvelle intifada. Ouais. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ali Wakel. Charles, je veux retourner à votre introduction. Je ne pense pas que M. Abbas est en train de perdre la Cisjordanie. Comme je ne suis pas sûr, je pense que c'est un peu encore anticipé de dire qu'il ne va pas réussir à s'imposer à la bande de Gaza. Il y a un dynamisme régional qui se prépare derrière les coulisses, qui pourra déboucher au retour de M. Abbas à la bande de Gaza. Maintenant, je pense que le seul lien entre ce qui se passe à la bande de Gaza ou ce qui s'est passé à la bande de Gaza et ce qui se passe actuellement en Cisjordanie, c'est le fait que le Hamas n'arrête pas d'essayer d'inciter la population à prendre les armes, à prendre les pierres, à s'insurger de nouveau contre les autorités israéliennes. Les médias du Hamas investissent presque toutes leurs émissions pour essayer de faire appel à la population en Cisjordanie de lutter contre Israël, de lutter contre toute présentation israélienne, soit des colons, soit les soldats, non pas seulement dans un contexte direct face à Israël, mais dans un contexte face plutôt au Fatah, face plutôt à l'autorité palestinienne, d'essayer d'équilibrer que le Hamas subisse à la bande de Gaza de la part de l'autorité palestinienne, de la part de l'Égypte, et de mettre un peu plus d'équilibre dans cette situation. Maintenant, il y a deux éléments qui font la différence entre la situation actuelle et la situation de l'an 2000. Il y a une direction politique palestinien qui est totalement idéologiquement hostile à toute utilisation de la violence. C'est le cas de M. Abbas en comparaison avec M. Arafat. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, c'est le fait que les services de sécurité palestiniens qui ont été mobilisés ou même orchestrés sur la demande de la direction politique de M. Arafat, la deuxième intifada, on parle ici d'une génération de services de sécurité qui a été éduquée par les Américains, qui a compris que le retour aux armes, surtout par les services officiels de l'autorité palestinienne, en fin de compte, les Palestiniens ont perdu cette bataille armée en Cisjordanie, et puis l'autorité palestinienne a été tachée non pas seulement de corrompus, mais aussi de terroristes, d'une autorité qui encourage à la violence. Et donc, je ne vois pas cette génération des chefs de services secrets qui ont été nommés par l'accord d'Israël, par l'accord des États-Unis, qui ont été entraînés par les Américains, le général Dayton, et qui comprennent la situation. Donc, l'intifada de l'an 2000 a témoigné la participation massive des membres des services de sécurité. On parle des dizaines, des milliers, des officiers, des soldats, des policiers qui ont participé directement à la lutte armée. Et un troisième élément qui n'est pas moins important, il y a des centaines de militants, des milliers qui sont encore en prison, dans des prisons israéliennes, et des centaines qui ont bénéficié d'une amnistie israélienne pour avoir participé dans des actes violents contre Israël. Et je ne vois pas cette génération qui a l'âge des mi-années 20 de sa vie. Et donc, si jamais il y a une intifada, elle va être basée sur la génération la plus jeune, sur ceux qui ont été les adolescents dans
deuxième intifada. Mais la base, c'est que la direction politique palestinienne, pour le moment, n'est pas motivée pour se plonger dans une troisième intifada. N'empêche, le fait qu'il y a une crise financière, une crise économique qui marque la vie quotidienne des Palestiniens en Cisjordanie et la manque pour le moment absolu d'un horizon politique peut tourner les choses, peut bouleverser les cartes. Ouais. Alors il y a deux éléments ce soir à prendre en compte. D'abord, le fait que Mahmoud Abbas, effectivement, vous le disiez, préfère, lui, semble-t-il, la voie diplomatique. Il compte saisir sans doute les instances de l'ONU, peut-être pour faire pression sur Israël et faire avancer le dossier de l'État palestinien. Et puis, il y a ce soir le Hamas qui annonce à Gaza qu'il va payer lui-même de sa poche, finalement, les salaires de ces fameux fonctionnaires. Ça, c'est une crise, à votre avis, justement, cette crise interpalestinienne qui peut ou pas raviver le conflit avec le Hamas à Gaza. Est-ce que vous craignez, vous, que dans quelques jours, si les négociations ne reprennent pas, on ne sait pas encore trop quand elles vont reprendre, au Caire, ça remette sur le devant de la scène le Hamas et le conflit avec Israël? Je crois surtout qu'il y a, comme a dit mon collègue, dans la coulisse du travail qui se fait, il y a une négociation qui se met en place et qui ne va pas laisser le Hamas faire ce qu'il veut. Et c'est là où le rôle de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas, est très important. Parce qu'il a la légitimité internationale. Il n'a peut-être pas la légitimité politique, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'élection, mais il a une légitimité, et c'est lui qui a le plus de marge de manœuvre. Et il est au centre de ce jeu. Et Israël, après avoir tergiversé, semble comprendre que on ne peut pas faire l'économie, à moins de nouveau de verser dans la... Si on veut arriver à une sorte de modus vivendi, négocier, ça ne peut se faire qu'avec l'autorité palestinienne, avec l'aide de l'Égypte, avec l'aide des États-Unis et d'autres pays, bien sûr. Mais il y a aussi le contexte. Et je pense que peut-être ce qu'il y a de nouveau par rapport au jeu habituel, où effectivement, je suis d'accord avec mon collègue, le Hamas essaie de marquer des points en Cisjordanie. Et les sondages montrent d'ailleurs que l'opinion est pour lui. Ça, c'est aussi incontestable. Donc, et marquer des points. Mais ce qu'il y a, c'est quelque chose de nouveau dans le contexte. Le contexte, c'est cette espèce d'espoir que donne ce qui se passe en Irak, Syrie. Cette organisation qui brusquement galvanise, n'est-ce pas? Et ça a un écho. Ça a un écho à Gaza, ça a un écho en Cisjordanie. Et même parmi une partie de la population arabe d'Israël. Ça a un écho, c'est pas quelque chose de neutre. Et donc, d'ailleurs, Benyamin Netanyahou convoque ce soir une réunion de sécurité d'une partie de son gouvernement pour évoquer le risque de l'État islamique, ce qui n'est donc pas anodin. Et c'est pour ça que dans un tel contexte où c'est très, très explosif, très volatile, je crois qu'effectivement, la seule manière, et pour ça Abbas est excellent, parce que non seulement c'est lui qui a très longtemps renoncé à la violence, et il faut négocier, il faut arriver à faire avancer les choses sur le plan politique. Et effectivement, c'est ça qui calmera les choses et qui peut-être convaincra la jeunesse qu'il y a autre chose à faire que de simplement... mais il faut bouger pour ça. Alors, on va continuer à parler de tout cela. Juste le temps de parler, puisque vous parlez de cette jeunesse qui s'agite. On va aller sur place, justement, à Ramallah, retrouver notre envoyé spécial, Léa Berdugo, qui va bien nous expliquer ce qui se passe depuis ce matin, puisqu'il y a eu donc cet incident dramatique et la mort de ce Palestinien de 22 ans. Léa Berdugo, vous êtes à Ramallah. Quelle est la situation là ce soir ? Écoutez, la situation est extrêmement tendue après ce qu'il s'est passé ce matin. Un Palestinien de 22 ans a été tué par des tirs de l'armée israélienne. Alors selon l'armée israélienne, les soldats étaient au sein du camp de réfugiés d'Al-Mahari dans le sud de Ramallah en train de procéder à des arrestations de membres du Hamas qui se situaient donc dans ce camp de réfugiés lorsque des heurts ont éclaté. Selon l'armée, une cinquantaine de Palestiniens se sont dirigés vers les soldats et leur ont
jeté des pierres et des cocktails Molotov. Ce à quoi l'armée a répondu en visant un Palestinien qui se serait dirigé vers eux en jetant un engin explosif. Le jeune Palestinien est mort de balles donc tirées par l'armée israélienne. Alors cet après-midi, environ 1000 Palestiniens ont assisté aux funérailles de ce jeune tué par l'armée et des heurts ont éclaté à la fin du cortège. Des Palestiniens s'en sont pris aux soldats présents lors de ces funérailles, des soldats qui ont répondu également à leur rencontre et ont provoqué quelques blessés. Alors Léa, on le disait, hein, ce n'est pas évidemment un incident isolé, il y en a eu plusieurs, notamment à Jérusalem ces derniers jours. Oui, exactement. C'est un climat d'extrême tension qui règne notamment à Jérusalem-Est. Vendredi dernier, un jeune Palestinien aurait été tué par des tirs de l'armée, ce que l'armée dément. En fait, il dit que ce jeune a été tué lors d'affrontements donc entre l'armée et les manifestants. Cependant, cela ne change rien. Le climat de colère est là et à l'annonce de la mort de ce jeune homme dimanche dernier, eh bien, des manifestations ont éclaté, des heurts ont éclaté tous les soirs quasiment depuis dimanche dernier comme hier soir. Donc c'est donc un climat d'extrême tension qui règne à Jérusalem, un climat de colère envers les autorités israéliennes mais également envers les autorités palestiniennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ce qui évidemment confirme que le climat politique reste tendu ce soir pour l'autorité palestinienne, hein, Léa. Oui, exactement. L'autorité palestinienne qui est aujourd'hui considérée comme collaborant avec les autorités israéliennes. Au sein de la Cisjordanie, le Hamas est ressenti comme le seul mouvement de résistance par rapport aux autorités israéliennes. Et puis, à cela s'ajoutent des querelles internes entre le Fatah et le Hamas, notamment au sein du gouvernement d'union palestinien. Des querelles donc qui ont plusieurs raisons. La première étant le non-paiement des fonctionnaires du Hamas au sein de la bande de Gaza. Le Premier ministre palestinien a déclaré avoir été menacé par la communauté internationale s'il payait ses fonctionnaires au sein de la bande de Gaza, ce qui a provoqué évidemment la colère du Hamas. Et puis, autre raison, Mahmoud Abbas qui a déclaré que le Hamas empêchait le gouvernement d'unité nationale d'exercer son autorité au sein de la bande de Gaza et exercer un propre gouvernement parallèle. Merci Léa Berdugo en direct de Ramallah. J'ajoute, parce qu'on l'a appris ce soir, que le policier qui avait battu le cousin de Mohamed Abou Order, vous vous souvenez de ce jeune adolescent palestinien assassiné par des extrémistes juifs, on avait eu ces images également de son cousin, images spectaculaires, qui se trouvait donc aux mains d'un policier israélien. Bien, ce policier a été inculpé ce soir pour violence illégitime, donc suite de ce citoyen américain d'ailleurs, qui avait suscité d'ailleurs une tension diplomatique avec les États-Unis. Alors, Ali Waqued, si on revient donc à ce qu'on vient d'entendre et à ces tensions, est-ce qu'à votre avis, parce que le Hamas laisse entendre que ces négociations vont reprendre au Caire dans quelques jours, mais il reste quand même assez évasif, est-ce que ces négociations pour vous vont reprendre, négociations indirectes entre les Palestiniens et Israël via le Caire ? Pour le moment, la balle est dans le côté israélien. On ne sait pas encore si jamais il y a une délégation israélienne qui va participer à ces négociations au Caire, mais pour le Hamas, les 30 jours se rapprochent de leur fin, ce qui signifie que le Hamas sera libre de soit reprendre les tirs sur Israël ou soit faire pression sur le médiateur égyptien pour qu'il fasse pression sur le côté israélien de revenir au Caire pour négocier. Mais le fait que les salaires des fonctionnaires de Hamas n'ont pas été payés, font de la pression sur le Hamas de la part de son public et de la part de ses fonctionnaires. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, Jean-Charles, M. Manor a signalé que le fait que le Hamas monte dans les sondages, le fait que le Hamas est considéré comme le côté vainqueur de cette dernière confrontation à la bande de Gaza. C'est vrai que les élites palestiniennes n'est pas sûre de ce fait, mais au moins pour la société, pour les simples gens dans la rue, le Hamas a été le côté vainqueur et l'autorité palestinienne qui continue à collaborer. Nous, ici en Israël, on ne suit pas ça tellement, mais l'autorité palestinienne, toutes les nuits, mène des campagnes d'arrestation contre des militants palestiniens qui risquent de revenir à la lutte violente contre Israël. Il y a des divers acteurs
acteurs régionaux notamment, proches du Hezbollah, proches de l'Iran, qui essayent de recruter à nouveau et le Hamas bien entendu, qui essaie de recruter des anciens membres du Fatah, des anciens militants de l'intifada et essayer de les convaincre à reprendre les armes. Et les services de sécurité israéliens comme les services de sécurité palestiniens identifient un commerce un peu plus important des armes en Cisjordanie. Les nombres de Palestiniens arrêtés toutes les nuits par l'armée israélienne signifie que quelque chose se prépare et au cas où l'autorité palestinienne décide qu'elle est désespérée et de la part d'Israël et de la part des institutions internationales auprès desquelles M. Abbas va déposer son initiative politique, diplomatique pour la reconnaissance d'un État palestinien au bout de 9 mois et la reconnaissance des frontières de cet État, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Pour le moment, le terrain palestinien commence à se chauffer. Maintenant, est-ce qu'il y aura un processus de négociation, un processus de paix qui va convaincre, qui va donner plus de motivation au service de sécurité de l'autorité palestinienne de continuer à poser cette main lourde sur toute tentative de faire exploser le terrain, ou est-ce que l'autorité palestinienne décidera qu'elle n'a rien à perdre? M. Abbas a de temps en temps fait signe qu'il sera prêt à remettre les clés aux Nations Unies et à Israël pour que Israël revienne à gérer la Cisjordanie. Donc tous les scénarios sont possibles, sont ouverts. La question, est-ce que dans ce contexte, la communauté internationale et Israël vont donner aux Palestiniens des raisons pour ne pas reprendre les armes, ou est-ce que les Palestiniens dans les camps de réfugiés, les camps de réfugiés sont plus symboliques. Vous savez, Jean-Charles, toutes les nuits, il y a des compagnes de l'armée israélienne, des gardes frontières israéliens contre des cibles palestiniennes qui essaient de réchauffer le terrain. Donc, dans cette concurrence de temps entre ceux qui veulent un processus de négociation et entre ceux qui veulent retourner à l'intifada et l'intifada armée, je pense que la balle est plutôt dans le côté israélien. Oui. Moi, je crois que votre correspondante a utilisé un terme, c'est peut-être vous-même, un terme tout à fait exact, la notion de double jeu. Je pense que l'autorité palestinienne, et Mahmoud Abbas en particulier, s'est rendu compte que le Hamas essaye au fond de prendre le pouvoir et qu'il utilise son prestige, le prestige qu'il a gagné. Je ne dis pas qu'il a gagné la guerre, mais en tous les cas, auprès d'une partie de l'opinion, auprès de la jeunesse en tous les cas, il représente quelque chose et il veut tabler là-dessus. Et donc, il y a l'activité qui se fait, c'est d'arriver à créer l'insécurité, de multiplier ceci, d'augmenter la tension pour, en fin de compte, l'emporter. Et ça ne correspond absolument pas à ce qui avait été conclu. Notamment, l'histoire, on revient à la question des salaires. Les salaires, c'est une question très importante, mais le Hamas ne peut pas payer les salaires parce qu'il ne peut pas recevoir d'argent, à moins de venir avec des valises. Mais alors pour ça, il faut faire passer par les tunnels. Ça on revient au système précédent. S'il veut payer régulièrement, il faut que ce soit fait par des banques. Et donc, suivant les règles internationales, il ne faut pas que ça passe par une religion terroriste. Donc on revient à un jeu. Donc malgré tout, c'est vrai, nous sommes dans une situation explosive. Et il faut la gérer intelligemment. Et il faut ouvrir une voie, une perspective, des solutions pour sortir de là. C'est absolument indispensable. Donc ce sera peut-être la voie des négociations ou imposée avec la procédure peut-être que Abbas veut intenter auprès de l'ONU. On va en parler dans un instant, le temps de vous faire entendre le sentiment de la rue israélienne à propos de ce qui se passe donc en Cisjordanie et notamment à propos de Mahmoud Abbas. Finalement, est-il toujours l'homme de la situation, celui qui tient les rênes du pouvoir solidement au sein de l'autorité palestinienne? Voici ce qu'on en pense côté israélien. Je crois qu'il n'est pas vraiment en phase avec les membres de son gouvernement et encore moins avec Bibi. Il faut qu'il soit plus fort, plus sûr de lui, qu'il sache ce qu'il fait et ce qu'il veut. Je pense que le mieux, c'est qu'il y ait une autonomie et des municipalités, qu'il retourne à un système de clans mieux adapté au monde arabe, comme en Syrie ou en Irak. L'administration politique et les implantations de toute façon resteront telles quelles et tout le monde sera content. Eux, ils seront bien économiquement et socialement et nous aussi, on sera bien et il y aura la paix en Israël.
Le Hamas continue de se renforcer, donc c'est très possible qu'il ne soit pas assez fort face à cela. S'il y a des élections, il est sûr de perdre. En attendant, ça le protège et il tient le coup. C'est le Hamas qui contrôle Gaza et la Cisjordanie. Voilà donc pour ces réactions côté israélien. Si on évoque donc cet avenir et cette perspective peut-être de voir Mahmoud Abbas se tourner vers les Nations Unies, est-ce qu'à votre avis c'est quelque chose qu'il envisage de faire là Non, tout à fait. Et à mon avis, les Palestiniens ont très peu de confiance dans le côté israélien, mais ils commencent à avoir beaucoup moins de confiance dans l'administration américaine et sa capacité d'imposer une solution, même un processus de négociation avec le côté israélien. C'est pour cela le dernier sort de l'autorité palestinienne, c'est de s'adresser aux Nations Unies, d'essayer d'apporter cette initiative. Maintenant, la question, est-ce que les Américains vont poser leur veto sur cette initiative si jamais elle se rapproche du Conseil de sécurité, les États-Unis qui vont présider le Conseil de sécurité dans les jours à venir, ou est-ce que l'autorité palestinienne va se satisfaire à présenter cette initiative dans l'Assemblée générale? Là-bas, il y aura une majorité presque promise. Maintenant, quel va être le prochain étape? Est-ce que l'autorité palestinienne va s'adresser au tribunal pénal international pour se complaindre contre des officiers israéliens, des dirigeants israéliens en les accusant d'avoir commis des crimes de guerre? C'est une éventualité que certains conseillers de Mahmoud Abbas le poussent à faire en soi disant que le gouvernement israélien dans sa coalition actuelle n'est pas capable non pas seulement de conclure un accord de paix, mais de commencer un vrai processus de négociation. Alors vous parliez justement de ces investigations. L'ONU pourrait peut-être être amenée à mener des enquêtes, mais en tout cas l'armée israélienne, elle, a annoncé aujourd'hui qu'elle ouvrait effectivement une enquête militaire par le biais de sa juridiction militaire sur 2 frappes qui ont eu lieu pendant la dernière opération Bordure protectrice. La première, c'était celle qui, vous vous en souvenez, s'était passée juste à côté de l'hôtel où logeaient les journalistes étrangers à Gaza. 4 enfants palestiniens avaient été tués. Puis une autre frappe concernant cette fois une école de l'ONU dans le nord de Gaza qui a fait 16 morts. Donc l'armée israélienne va enquêter pour faire la lumière sur ces 2 frappes qui sont peut-être donc des bavures de l'armée. Non, c'est beaucoup plus que 2 frappes. Si j'ai bien compris, il s'agit de plus de 90 incidents qui vont être examinés. Voilà, mais là il y a une enquête sur 90 incidents, y compris les 2 que vous avez mentionnés, pas seulement 2. C'est tous ces incidents vont être... et d'ailleurs, au sein de l'armée, il y a un certain mécontentement, certains officiers qui sont directement concernés. Mais justement, c'est le meilleur moyen pour Israël de faire face à ses responsabilités et à toutes les procédures internationales. Si quelque chose dans le droit international, il y a un élément de base, c'est que si un pays se fait justice suivant ses lois, eh bien la justice internationale n'a pas besoin de passer. Donc au contraire, cette initiative, elle a une portée très importante pour permettre à Israël de se sortir du piège qu'on lui tend avec la commission d'enquête, etc. Merci. Merci Yochanan Manor, merci Ali Waked. Dans un instant, la suite du Grand Direct et l'Irak, notamment, et l'État islamique. On se quitte avec ces images de Ramallah et on revient dans un instant. La Cisjordanie de nouveau secouée par des affrontements, des incidents près de Ramallah où un Palestinien de 22 ans a été tué par l'armée israélienne la nuit dernière alors qu'il s'apprêtait à lancer un engin explosif sur des soldats. Le discours de Barack Obama la nuit prochaine, le président américain doit dévoiler les grandes lignes de sa stratégie pour éradiquer l'État islamique en Irak et en Syrie. L'Afrique confrontée au fléau Ebola, le Libéria n'arrive plus à contrôler l'épidémie qui a déjà tué près de 2300 personnes ces dernières semaines. Le secrétaire d'État américain John Kerry a donc commencé sa tournée au Proche-Orient par l'Irak et Bagdad. Une visite impromptue qui va se poursuivre donc pour mettre sur pied la fameuse coalition internationale appelée à lutter contre l'État islamique. Et d'ailleurs, la France vient de faire savoir qu'elle envisageait elle aussi de participer, si le besoin s'en fait sentir, à des frappes aériennes en Irak ou peut-être même en Syrie, comme on va le voir. Au moment où John Kerry posé le pied en Irak ce matin, la capitale était le théâtre d'un double attentat faisant au moins 19 morts. Récit de cette journée, Daniel Ziri.
John Kerry à Bagdad. Le secrétaire d'État américain est arrivé ce mercredi en visite surprise dans la capitale irakienne pour apporter son soutien au nouveau gouvernement dans son combat contre l'État islamique. The United States is prepared to provide technical advice and assistance. Les États-Unis sont prêts à fournir de l'assistance logistique et des conseils pour aider les Irakiens à faire avancer cette initiative extrêmement importante. Mettre en œuvre le plan national va demander beaucoup de patience et de compromis, mais c'est le seul moyen pour l'Irak de protéger le nouveau gouvernement que le peuple irakien demande et mérite. John Kerry devra discuter avec les autorités locales de la manière dont les États-Unis peuvent accroître leur soutien au nouveau gouvernement irakien. Mais Bagdad est la première étape d'une plus grande tournée au Moyen-Orient, une tournée dans le but d'établir une large coalition pour la lutte contre les djihadistes de l'EI. Le voyage de Kerry vient préparer les bases nécessaires pour mettre en œuvre le plan d'action du président américain Barack Obama, un plan que ce dernier doit présenter dans la nuit de mercredi à jeudi. Sur le terrain, l'aviation américaine poursuit ses frappes aériennes sur les positions de l'État islamique dans le nord de l'Irak. Des frappes qui représentent une aide cruciale pour les forces irakiennes et kurdes qui tentent de reprendre les secteurs tombés aux mains des djihadistes. Après Bagdad, le secrétaire d'État américain se rendra en Arabie Saoudite pour rencontrer les chefs de la diplomatie des 6 monarchies arabes du Golfe. Des représentants jordaniens, égyptiens et turcs seront également présents à cette réunion. Les efforts internationaux se sont accélérés pour contrer la menace grandissante que pose l'EI. Le président français François Hollande, lui aussi, devrait se rendre en Irak ce vendredi. Il organisera une réunion sur la sécurité du pays à Paris ce lundi. 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU seront présents à ce sommet. Et donc, la nuit prochaine à Washington, discours très attendu de Barack Obama qui va donc dévoiler cette grande stratégie destinée à venir à bout de l'État islamique. Des frappes aériennes élargies vers la Syrie, mais pas d'intervention au sol des troupes de cette coalition. Grande ligne de ce plan tout de suite avec Léa Berdugo. Barack Obama entend bien passer à l'action contre l'État islamique. Mais avant cela, le président va présenter sa stratégie devant la nation américaine. But affiché, affaiblir et à terme détruire le groupe terroriste. Mais la Maison-Blanche prévient, il ne faut pas s'attendre à des renseignements précis. L'allocution n'aura pour but que de brosser les contours de l'intervention. Il y a une menace sérieuse qui doit être gérée à plusieurs niveaux. Je suis heureux d'annoncer que le président va bientôt exposer sa stratégie. Une stratégie non dévoilée donc. Toutefois, selon le New York Times et le Washington Post, Obama est prêt à étendre les frappes aériennes en Syrie. Effectivement, depuis un mois, les Américains conduisent déjà des frappes en Irak contre les combattants de l'État islamique. Les États-Unis ne souhaitent pas intervenir au sol et préfèrent soutenir militairement les forces irakiennes et kurdes contre les djihadistes. Quant au coût et à la durée de l'opération, quelques indications ont été données par le pouvoir américain. Il ne faut pas s'attendre à une opération à court terme, selon Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche. Le président s'apprêterait également à demander au Congrès de voter une aide de plusieurs milliards de dollars. Mardi, Barack Obama a affirmé avoir l'autorité nécessaire pour décider seul du lancement de l'opération, sans passer par un vote, même s'il a cherché la veille à convaincre les principaux leaders du Congrès au cours d'un dîner à la Maison-Blanche. Le président américain peut cependant déjà s'assurer du soutien de la nation américaine. Selon un sondage effectué par le Washington Post et la chaîne ABC News, 65% des Américains approuvent les frappes en Syrie et 71% celles déjà menées en Irak. Principale explication de ce soutien, les décapitations des Américains James Foley et Steven Stoloff par des combattants de l'État islamique qui ont marqué le pays. Des électrochocs qui ont donc poussé Barack Obama à élargir l'intervention américaine en Syrie, lui qui a eu jusqu'à présent une politique de désengagement militaire des États-Unis. L'Ukraine, et alors que les pays européens réfléchissent à de nouvelles sanctions, le président ukrainien Poroshenko a proposé aujourd'hui d'accorder plus d'autonomie aux régions de l'Est pro-russes tout en les conservant au sein de son pays. Les troupes russes, elles, se seraient retirées des zones de combat. Leslie Rezoug. Plus d'autonomie pour les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. C'est ce qu'a promis ce mercredi le président Petro Poroshenko lors d'une visite à Mariupol, la dernière grande ville de l'Est sous contrôle de l'armée et toujours en proie à une offensive rebelle.
Tout le monde doit savoir que nous allons protéger notre ville, nous allons protéger notre région, nous allons protéger notre État et nous n'allons pas le céder. Nous n'allons donner aucune parcelle de terre ukrainienne, ni sa souveraineté, ni son intégrité territoriale, ni son indépendance. Et maintenant, nous nous battons pour notre indépendance. Le but, offrir un statut différent aux insurgés tout en garantissant l'intégrité territoriale du pays. Un geste de bonne volonté de la part du président ukrainien, quelques jours après l'annonce d'un cessez-le-feu négocié avec Vladimir Poutine, mais qui ne satisfait pas les rebelles, qui continuent de réclamer leur indépendance vis-à-vis du pouvoir central. De son côté, la Russie commence à organiser le retrait progressif de ses troupes. 70% des soldats russes auraient quitté l'Ukraine. Mais pour les populations de l'Est, la tension reste vive. Des milliers de déplacés n'ont toujours pas retrouvé leur foyer. Nous voulons rentrer à la maison par-dessus tout. Nous ne nous intéressons pas à notre futur gouvernement, que ce soit la Russie ou l'Ukraine. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Nous sommes des ouvriers, nous ne nous intéressons pas à la politique. Ils se battent pour avoir plus de pouvoir, tandis que les gens normaux souffrent. L'Union européenne avait prévu d'annoncer lundi prochain une série de mesures de rétorsion économique contre la Russie, une décision qui pourrait être révisée. Ce mercredi, le président du Conseil européen a déclaré que ces sanctions pourraient être revues si la situation sur le terrain s'améliorait rapidement. Car la Russie commence également à mettre ses propres mesures de rétorsion en place. Les volumes de gaz livrés à la Pologne ont déjà baissé de 20% et les Européens craignent désormais que cette mesure ne s'étende au reste des pays de l'Union. En Afrique, alors que le virus Ebola a déjà tué plus de 2200 personnes, dont plus de la moitié ces 3 dernières semaines, un pays se trouve aujourd'hui frappé de plein fouet par l'épidémie. Il s'agit du Libéria, qui n'arrive plus à faire face à la progression du nombre de personnes atteintes. Julia Galancia. Ebola, un virus qui semble plus que jamais hors de contrôle. C'est en Guinée que le premier cas d'Ebola s'est déclaré. Depuis, le pays compte 555 morts et la guerre est déclarée contre le virus, même si le manque de moyens est criant. C'est une guerre. Il n'y aura pas de guerre civile en Guinée, ça je vous le garantis. Mais on a une guerre, c'est la guerre contre le virus Ebola. Toute personne, tant soit peu citoyen guinéen, doit s'engager dans cette bataille. Car l'épidémie est actuellement hors de contrôle. Près de la moitié des décès ont été signalés ces 3 dernières semaines. Au total, l'épidémie a fait près de 2300 morts. Pour stopper l'étranglement des pays touchés et faciliter l'aide humanitaire, l'Union africaine exhorte ses membres, dont beaucoup ont fermé leurs frontières aux habitants des pays victimes d'Ebola, à lever toutes les interdictions de voyage. Si vous voyez les hôtels aujourd'hui, les hôtels sont vides. Beaucoup de gens ont peur de venir ici. Il y a une psychose qui ne repose absolument sur rien. Pour certains, c'est comme si on pouvait attraper le virus dans l'air. Mais le pays le plus touché, c'est le Libéria. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre libérien de la Défense, Brony Samoukaï, a dressé mardi un constat accablant en forme d'appel au secours. Il a déclaré que l'existence même du Libéria est gravement menacée. En cause, le manque d'infrastructures, de capacités logistiques, d'expertise professionnelle et de ressources financières pour faire face à l'épidémie de manière efficace. L'OMS a averti que plusieurs milliers de nouveaux cas d'Ebola sont attendus au Libéria d'ici la fin du mois. Alors, en ligne avec nous depuis Genève, le porte-parole de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Tariq Jazarevic. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut dire que, en ce moment, ce soir encore, cette épidémie liée au virus Ebola continue de progresser fortement en Afrique de l'Ouest, comme on vient de le voir avec le Libéria, par exemple? Oui, effectivement, nous avons toujours des cas qui sont signalés dans tous les 3 pays, mais on voit que les chiffres sont vraiment alarmants, notamment au Libéria et à Sierra Leone, où on n'a pas assez de lits dans les centres de santé, donc on n'a pas assez de moyens pour prendre en charge tous ceux qui sont infectés. On n'est pas encore en mesure à identifier vraiment toutes les chaînes de transmission dans différentes parties de ces pays-là. Et donc, voilà, c'est pour cela que l'Organisation mondiale de la santé a lancé cette feuille de route et travaille vraiment avec tout le système des Nations Unies, mais aussi avec tous nos pays membres pour essayer de mobiliser une assistance et une solidarité internationale pour venir en aide à ces pays-là. Ça veut dire
Ça veut dire que pour l'instant, dans les pays où les infrastructures sanitaires ne sont pas, on va dire, très avancées, là, l'épidémie progresse très vite. Mais voilà, déjà, on parle des pays qui ont connu des guerres, Sierra Leone et Libéria, qui ont des systèmes de santé qui déjà vraiment pouvaient apporter des soins limités à la population. Et donc cette épidémie est venue vraiment mettre encore plus de fardeau sur ce système de santé déjà limité. Et on voit que ces pays-là ne peuvent pas vraiment faire face sans une aide internationale. Pour le moment, donc, nous n'avons pas assez de centres de traitement. Vous savez, pour traiter les patients d'Ebola, il faut avoir des centres qui sont bien équipés, il faut avoir des travailleurs de santé à un nombre suffisant qui sont formés et qui sont équipés de matériel de protection pour qu'on puisse vraiment apporter des soins à ces patients, à ces personnes, parce qu'apporter des soins à des malades d'Ebola augmente les chances de survie et aussi isole les patients et de cette manière ils ne sont pas le danger pour leur famille. Et donc voilà, pour le moment on n'est pas encore là, on essaie vraiment de voir quelles sont les meilleures approches. Il y a des pays membres qui viennent apporter le soutien, mais il faut qu'on fasse vraiment vite. Un mot, est-ce que cette épidémie peut se propager au reste de l'Afrique, voire à l'Europe? Est-ce que c'est une hypothèse envisagée ou pas? Le risque existe. On pense que le risque il n'est pas très grand si on arrive vraiment à mettre en place les mesures qu'on connaît nécessaires. Donc avoir assez de centres de santé pour prendre en charge les patients, avoir assez de laboratoires, avoir un programme de surveillance épidémiologique. Les pays ont déjà mis en place des mesures dans les aéroports et des passages des frontières pour que les gens qui sont évidemment malades ne voyagent pas. Donc les pays affectés déjà font des efforts pour prévenir que le virus se propage davantage. Mais vraiment maintenant, il faut se concentrer pour le travail à l'intérieur de ce pays pour essayer d'aider au maximum les gens infectés et protéger les autres. Merci beaucoup Tariq Jazarevic d'avoir été avec nous depuis Genève. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Merci à vous. Et en Israël, à présent, les challengers de Netanyahou pour le poste de Premier ministre affûtent leurs armes dans l'hypothèse d'un possible scrutin anticipé. C'est le cas de Naftali Bennett, le ministre de l'économie, chef du parti Foyer Juif, un parti qu'il entend transformer pour attirer les votes de plus d'Israéliens sionistes et pas seulement des religieux. Tal Shalev avec Leslie Rezoug. Après un été long et tumultueux, la cote de popularité du Premier ministre israélien Netanyahou accuse le coup de 7 semaines de guerre. À la droite de Netanyahou, 2 prétendants à sa succession, Avigdor Lieberman et Naftali Bennett. Tous 2 continuent de critiquer sa politique, mais aucun d'entre eux ne semble chercher à prendre sa place. Le taux de soutien dont bénéficie Lieberman ne justifie pas pour le moment d'engager des manœuvres politiques trop radicales. Pour sa part, Bennett se présente comme le grand gagnant des suites de l'opération à Gaza. Fort d'un large soutien de l'opinion publique, il doit cependant faire face aux dissensions qui divisent son parti, le Foyer Juif. Sa tentative de créer une nouvelle charte du parti, lui octroyant de plus amples pouvoirs, a affronté une ferme opposition. Pour beaucoup, les ambitions de Bennett, qui semblent briguer le poste de Premier ministre, vont à contre-courant des idéaux politiques du parti religieux nationaliste. À la gauche de Netanyahou, Tzipi Livni et Yair Lapid, tous 2 espéraient voir le Premier ministre conclure l'opération bordure protectrice par une initiative diplomatique. À bout de patience, il commence à durcir le ton. Mais le ministre des Finances Lapid a également d'autres préoccupations en tête, avec notamment le budget pour l'année 2015. Le ministre avait promis de ne pas augmenter les impôts ni de réduire le budget de la santé, de l'éducation et des affaires sociales. Mais à présent, le ministère de la Défense exige des millions de dollars pour résorber le coût de la guerre. Lapid pourrait donc bien se retrouver dos au mur. Netanyahou, peu réputé pour sa politique socio-économique, se méfie donc de la suite des événements.
D'autant plus que l'ancien ministre du Likoud, Moshe Kalon, semble observer la situation de près en vue d'un éventuel retour en politique. Heureusement pour Netanyahou, aucun adversaire ne paraît assez crédible ni assez puissant pour le détrôner. De plus, ses partenaires n'ont apparemment pas l'intention d'appeler à des élections anticipées. Mais Netanyahou reste sur ses gardes. Il sait bien que politique et logique ne vont souvent pas de pair. Alors, y a-t-il une course derrière Netanyahou, alors qu'évidemment, il n'y a pas d'élection annoncée? Bonsoir, Dror Even Sapir, analyste politique. Ce parti donc, de Naftali Bennett qui tenait sa convention aujourd'hui, est-ce qu'il va se transformer? Parce que ce serait comme une révolution de palais. Oui, effectivement. Alors, effectivement, ce parti, le parti de Naftali Bennett, le foyer juif à Yehudi, s'est réuni ce soir. Une convention mouvementée. Il y a eu des échanges de propos très vifs, des échanges de cris, des bousculades. C'est des scènes auxquelles on n'est pas vraiment habitué de la part de ce parti qui est plutôt un parti policé, plutôt un parti de notables. Mais là, non, le ton a nettement monté. Et c'est lié au succès que rencontre Naftali Bennett dans les sondages, dans les derniers sondages qui ont été réalisés à la suite de l'opération Bordure Protectrice, donc qui ne sont pas vraiment représentatifs tout de même, il faut les replacer dans leur contexte. Eh bien, dans ces derniers sondages tout de même, Naftali Bennett avait très nettement le vent en poupe. Son parti, qui est représenté par une douzaine de députés aujourd'hui à la Knesset, pourrait en obtenir jusqu'à 18, 19, voire 20, ce qui en ferait le deuxième parti du pays. Et donc le but de cette convention, c'était de faire adopter, Jean-Charles, une nouvelle constitution à ce parti, à ce vieux parti qui est en fait l'héritier du parti national religieux, du parti sioniste religieux, une nouvelle constitution qui aurait deux buts. D'une part, renforcer la mainmise de Naftali Bennett sur les instances du parti, donc moins de démocratie, plus un parti plus personnel, à l'image de ceux de Lieberman ou de Lapid. Et puis, deuxième changement de taille, peut-être plus important que le premier, ouvrir ce parti à d'autres publics, faire en sorte qu'il devienne que d'un parti sectoriel qui représente un secteur, une partie de la population israélienne, à savoir le monde sioniste religieux, et aussi celui d'une partie des implantations israéliennes de Cisjordanie. Ce parti s'ouvre et devienne un grand parti de droite qui pourrait peut-être aspirer au poste suprême, à celui de Premier ministre. D'ailleurs, la constitution du parti telle qu'elle a été rédigée par Naftali Bennett prévoit pour la première fois que le chef de cette formation puisse constituer le gouvernement. La constitution a été adoptée, mais il y a eu un compromis avec ses opposants aujourd'hui, puisque un comité sera chargé d'apporter de nouvelles modifications. Donc la partie n'est pas complètement gagnée par Naftali Bennett. Il n'est pas parvenu à imposer les changements qu'il avait en tête, malgré les sondages très positifs dont il bénéficie. Merci beaucoup, Dror Even Sapir, analyste politique. Toujours en Israël, une affaire de discrimination religieuse qui suscite une vive émotion depuis quelques jours. Un rabbin qui refuse de marier des membres de la communauté juive d'Éthiopie sous prétexte qu'il doute de leur judaïté. Reportage Shahar Peled avec Maël Benoliel. Afton Igida voulait simplement s'inscrire au registre des mariages pour pouvoir épouser sa bien-aimée Bertekan. Mais le grand rabbin de Petar Tikva, dans le centre d'Israël, refuse d'approuver les mariages des juifs éthiopiens dans sa communauté, car il doute de leur judéité. Comme tout autre citoyen juif, nous sommes allés nous inscrire pour notre mariage au rabbinat de Petar Tikva, avec tous nos documents en règle. Mais nous avons été redirigés vers une autre ville. Ils ont refusé de nous expliquer pourquoi. Afton n'a donc pas eu l'autorisation nécessaire pour se marier dans sa propre ville. Un non-sens selon lui, il n'a pas l'intention d'en rester là. Nous allons nous battre, nous n'allons pas faire comme les autres qui ont cédé et sont allés s'inscrire ailleurs. Nous avons des principes, nous connaissons nos droits, nous insisterons pour les faire respecter car nous le méritons. En réponse à ces accusations, le grand rabbinat d'Israël a déclaré « La loi et les procédures du grand rabbinat d'Israël stipulent que tout rabbin responsable du registre des mariages serve chaque citoyen juif israélien sans discrimination, y compris les membres de la communauté éthiopienne. S'il s'avère que la loi ou la procédure ont été violées dans cette affaire, il y aura une enquête approfondie et une rectification. » Toujours est-il que la ville de Petar Tikva, où vivent près de 10 000 Israéliens d'origine éthiopienne, n'en est pas à son premier scandale. Dans le passé, des élèves d'origine éthiopienne avaient à plusieurs reprises été écartés des écoles locales, malgré les avertissements du ministère de l'Éducation. Une situation qui inquiète notamment le chef de la communauté juive éthiopienne, le rabbin Yosef Adana.
Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout la communauté éthiopienne et qui nous font du tort parce que nous venons d'Afrique et que nous avons une autre couleur de peau. Selon une étude conduite en 2012, 73% des jeunes Éthiopiens ont été victimes de discrimination ou de racisme. Ces 2 derniers mois, d'autres incidents ont eu lieu. Une infirmière éthiopienne de Jérusalem a dû essuyer les insultes d'une patiente en colère. À Tel Aviv, un couple a refusé les soins d'une sage-femme d'origine éthiopienne. Il y a 15-20 ans, les Éthiopiens étaient des immigrants. Ils ne connaissaient rien d'Israël, de la culture, des institutions. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération, ma génération, qui n'accepte pas cette situation et qui la combat. Le Guess est le directeur de la seule chaîne de télévision israélo-éthiopienne. Mais faute de moyens, la chaîne risque d'être supprimée dans les prochains jours. Une faillite qui pourrait étouffer encore un peu plus la voix de cette communauté, victime de tant de préjugés. On passe à l'économie tout de suite. L'actualité économique avec David Neyman ce soir. Bonsoir David. Alors on va s'intéresser tout d'abord à une nomination qui ne passe pas inaperçue, celle de Pierre Moscovici à la Commission aux affaires européennes et aux affaires économiques. Voilà, commissaire européen aux affaires économiques. Alors la question que tout le monde était en droit de se poser, c'est est-ce que c'est oui ou non une victoire pour la France d'avoir réussi un petit peu à imposer Pierre Moscovici contre a priori la volonté de l'Allemagne notamment. En fait, ce qui est en jeu, c'est la doctrine budgétaire de l'Europe. Alors 2 écoles pour faire simple. L'Allemagne d'abord qui tient à la rigueur, à l'orthodoxie. Bref, c'est l'austérité budgétaire qui doit rester de mise tant qu'on n'a pas atteint le fameux objectif de 3% maximum du PIB pour les déficits. Et à Berlin, on est bien placé d'ailleurs pour prôner cette rigueur puisque l'Allemagne a dégagé au premier semestre un excédent budgétaire, ça fait rêver côté français, de 1,1% de son PIB. Alors en France, ça fait 40 ans qu'on n'a pas connu une telle situation. Et puis deuxième école, c'est celle bien sûr de la France ou de l'Italie aussi d'ailleurs, 2 pays qui sont à la peine, pas de croissance, une forte dette et donc on aimerait avoir un peu plus de souplesse au niveau des déficits pour pouvoir relancer la croissance grâce aussi à la dépense publique. On va écouter d'ailleurs Michel Sapin, le ministre des Finances français, ce matin. Il a de nouveau fait comprendre bien que la France aura du mal à tenir dans les délais ce fameux objectif de 3% de déficit. On va l'écouter. La conséquence de cette stratégie, c'est qu'avec une croissance et une inflation faibles, la baisse des déficits que nous prévoyons pour 2015 sera limitée, avec un déficit prévu aux alentours de 4,3% du PIB en 2015 et un passage sous le seuil de 3% en 2017. Une manière de demander en tout cas un nouveau délai. Donc c'est autour des déficits budgétaires. On voit que se concentrent toujours depuis des mois les tensions entre l'Allemagne et quasiment le reste de l'Europe. Et c'est Pierre Moscovici, donc le nouveau commissaire européen, qui va devoir arbitrer depuis Bruxelles les débats, puisqu'il sera en charge notamment de la surveillance budgétaire. Il était, on le rappelle, un ministre de l'économie jusqu'à fin mars. Alors l'Allemagne, pas folle, l'Allemagne qui avait anticipé cette nomination et qui a obtenu qu'un allié, le Finlandais Jyrki Katainen, le prédécesseur d'ailleurs de Moscovici aux affaires économiques, devienne vice-président de la Commission. Donc c'est à lui que Pierre Moscovici devra rendre des comptes et ce dernier, Moscovici a déjà donné le ton tout à l'heure, il n'y aura pas d'exception pour la France côté déficit, à vérifier quand même dans la réalité. Allez, on dit un mot rapidement du retour des grands travaux aux États-Unis. Voilà, exactement. Alors pour le coup, côté dérapage budgétaire, on a beaucoup moins peur du côté de Washington. 1000 milliards de dollars de dépenses publiques pour les 5 années à venir. En fait, on fait à peu près l'inverse de ce qui se passe en Europe pour relancer l'économie aux États-Unis. En Europe, on le rappelle, orthodoxie, l'Allemagne, orthodoxie budgétaire. En Amérique, on utilise tous les leviers possibles, monétaires, économiques, pour donner un coup de fouet à l'activité. On l'a vu avec la Fed, avec les rachats d'actifs, la planche à billets qui a tourné à fond ces derniers mois, et avec des résultats, le chômage qui est au plus bas, l'investissement qui repart. Donc là, 1000 milliards sur 5 ans, c'est bien parti, et notamment côté infrastructure. Merci beaucoup, David Neyman. Les sports tout de suite. Et on s'intéresse ce soir au mondial de basket. On en est au quart de finale. Et pour l'instant, les Américains, évidemment, écrasent tout sur leur passage. Mais la Lituanie est également au rendez-vous des demi-finales. Samuel Calvou. On connaît déjà les 2 premiers demi-finalistes de la Coupe du Monde de basket organisée en Espagne. À Barcelone, l'équipe des États-Unis a offert une belle prestation en s'imposant face à la Slovénie sur un score de 119-76. Laxiste en défense dans la première partie du match, les Américains ont été talonnés de près par des joueurs acharnés qui peuvent être fiers de leur engagement. Un match fantastique, chapeau la Slovénie. C'est une équipe formidable, bonne au panier à 3 points. Ils ont fait énormément d'efforts, ils se sont battus, nous savions qu'ils allaient se battre.
Ils nous ont mis sur la défensive un peu vers la mi-temps. On avait seulement 7 points sur eux. On ne pouvait pas marquer, mais on a continué à défendre et ça a fait ressortir notre jeu d'attaque. En deuxième période, les Américains ont excellé dans l'art de partager le ballon. Sans réel leader offensif, la Team USA a su profiter de son avantage athlétique pour reprendre la main sur le match et s'offrir une ascension fulgurante. Plus efficaces en défense, avec de nombreuses interceptions, ils ont coupé l'herbe sous le pied des Slovènes, qui sont restés impuissants jusqu'à la fin du match. Nous ne sommes pas invincibles, il n'y a aucun doute. Nous sommes une équipe très jeune et c'est pour ça que j'ai été content de la manière dont on s'est comporté pendant ce match aujourd'hui, parce que d'habitude, une équipe jeune peut devenir très frustrée quand elle n'arrive pas à marquer de panier, et c'est devenu assez physique. Comme pour le mondial de basket en 2010, les États-Unis vont affronter la Lituanie pour cette demi-finale. C'est une bonne équipe, mais ils ne sont pas imbattables. Je pense que même pendant la demi-finale, ça va être une équipe complètement différente parce que la Lituanie a de la puissance sous le panier. De son côté, la Lituanie a fait preuve d'une grande assurance face à la Turquie en s'imposant sur un score de 73-61. Les Turcs ont essayé d'inquiéter leurs adversaires dès le début du match en se donnant un maximum sans vraiment y parvenir. Une équipe des États-Unis très athlétique mais jeune, avec une carence d'un point de vue de l'expérience qui va affronter une équipe lituanienne en pleine confiance. Cela nous promet une demi-finale qui s'apprête à être grandiose. Alors, Lise Barenbaum, bonsoir. Est-ce que c'est une Dream Team, cette équipe américaine ou pas ? Alors, c'est pas le retour de la Dream Team, celle qu'on connaît, la génération 92, qui comptait Michael Jordan, Scottie Pippen, qui avait gagné les JO de Barcelone, et qui était vraiment synonyme d'invincibilité en basket. Depuis, c'est quand même une équipe qui a connu beaucoup de déconvenues. On se souvient qu'ils ont été éliminés en quart de finale du mondial en 2002 à domicile. Ils ont aussi récolté une assez humiliante médaille de bronze aux JO d'Athènes en 2004. Mais depuis l'arrivée de leur entraîneur actuel, le coach K, comme on le surnomme, Mike Krzyzewski, qui est une vraie légende du monde du basket, c'est une équipe qui retrouve un peu le sourire. D'ailleurs, on l'appelle aujourd'hui la Redeem Team, c'est-à-dire l'équipe de la rédemption, parce que c'est une équipe qui part à la reconquête de tous ses titres passés. Et ça marche plutôt pas mal, puisqu'ils ont retrouvé leur sacre olympique en 2008 et en 2012 à Londres. Ils sont redevenus champions du monde en 2010. Ça leur échappait depuis 1994. Et puis cette année, quand même, ils comptent pas mal d'atouts, des joueurs comme Stephen Curry ou James Harden, même si beaucoup de stars sont absentes, comme LeBron James. Voilà, et puis il y aura ce soir Espagne-France à suivre aussi. Merci Lise Barenbaum. Dans un instant, le débat du Grand Direct. On parlera d'Obama et de l'État islamique. À tout de suite.